Bonjour Marie Buisson. Bonjour. Vous êtes candidate à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT et vous êtes actuellement secrétaire générale de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. On revient avec vous sur cette journée de manifestation d'hier contre la réforme des retraites. 1 200 000 personnes selon la police, 2 millions d'après la CGT. En tout cas, c'est une mobilisation majeure de ces 30 dernières années. C'est un succès. Effectivement, c'est un succès des travailleurs et des travailleuses qui, nous, on le sait, on l'a vu dans les sondages, sont opposés, très fermement opposés au recul du départ de l'âge à la retraite. Effectivement, cette mobilisation, nous, on s'attendait à une très grosse mobilisation. Les chiffres nous le confirment, nous, on est à 2 millions. Vous ont surpris les chiffres ? Ils nous ont surpris, oui, ils sont très forts, mais nous, on avait déjà dit qu'on s'attendait à une mobilisation de plus d'1 million. Donc, on avait le sentiment que la colère était forte et le rejet, il est énorme de cette réforme parce que c'est 2 ans de plus de travail pour tout le monde dans des conditions qui sont déjà difficiles de vie, avec des salaires bas, une forte inflation, ça crée de la colère et un refus global de cette réforme. De manière générale, que représente une première journée de mobilisation ? Il faut tout de suite mobiliser très vite. Quitte à moins mobiliser ensuite. Vous espérez faire plus de 2 millions, plus d'1 million ? On espère continuer à mobiliser et continuer à convaincre que non seulement cette réforme, elle est mauvaise pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays, mais aussi qu'il y a moyen de faire reculer ce gouvernement sur une réforme qui est refusée. L'exploit le 31 janvier, la date de la prochaine mobilisation, vous êtes parti tout de suite très fort, très haut. Oui, mais bien sûr, on espère être aussi nombreux, plus nombreux, faudra voir. Mais vous avez vu qu'il y a le 31, mais entre aujourd'hui et le 31, il y a aussi tout un tas d'actions. Il y a des assemblées générales dans les entreprises, dans les services. Dès aujourd'hui d'ailleurs à la SNCF. Ça veut dire qu'il peut y avoir une grève dans les transports, par exemple, dans les jours qui viennent. Alors, pour l'instant, nous, on attend parce qu'on a besoin de rediscuter avec les travailleurs et travailleuses, les salariés, les syndiqués, pour voir de quelle manière ils souhaitent organiser aussi ce mouvement. Vous savez bien que nous, on lance des appels, on discute, on débat, on propose. Et puis, ce sont les salariés qui, à un moment, décident collectivement de se saisir. Nous, on envoie un message fort. On ne s'arrêtera pas. On veut aller jusqu'au retrait de la réforme. Et on appelle à une nouvelle grosse journée de mobilisation de l'ensemble de l'intersyndicale le 31. Et d'ici là, évidemment, il y aura des actions, des assemblées générales, un certain nombre des rassemblements locaux, etc. Donc, pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, la prochaine grande manifestation où il y aura des cortèges, c'est le 31 janvier. Exactement. Mais pendant 10 jours, il ne se passe pas rien. Non. Il y aura des actions par entreprise, par filière, par secteur d'activité ? On va voir, nous, on se réunit, les autres syndicats vont se réunir aussi et proposer un certain nombre de choses, proposer des actions peut-être plus locales, des rassemblements locaux, des débats. On a aussi une pétition en ligne intersyndicale qui est ce matin à 650 000 signatures en moins de 10 jours. Qu'est-ce que demande la CGT, mais dans ces événements locaux dont vous parlez ou par branche, par exemple, est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait des journées de grève au sein de la SNCF qui soient décidées aujourd'hui ? Alors, nous, c'est pas exactement de cette manière-là que ça se passe, c'est-à-dire que la CGT, elle va réunir les salariés, nos militants vont réunir les salariés, vont débattre avec eux, et à partir de ces remontées du terrain, vont proposer des actions qui collent au mieux à la volonté du terrain. De toute façon, on sera tous sur le pont le 31, et d'ici là, on va continuer. Je crois qu'il y a encore besoin de débattre, de discuter, parce que nous, on ne veut pas de cette réforme, mais en plus, nous, on souhaite la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Donc, il y a du débat. On a encore des choses à discuter, à débattre et à proposer aux salariés. Marie Buisson, pour être très clair sur ce qui va se passer pendant les 10 jours. Par exemple, vous avez votre collègue de Force ouvrière, Frédéric Souillot, qui dit « On est parti pour un conflit dur, il faut bloquer l'économie ». Est-ce que c'est un mot d'ordre dans lequel vous vous retrouvez ? Pendant 10 jours, est-ce que vous pouvez bloquer l'économie pour parvenir à faire entendre votre message au gouvernement ? Nous, l'objectif, c'est d'avoir des grèves massive et forte. Pas le but ultime, c'est qu'il y ait un maximum de salariés en grève dans tous les secteurs, dans le public, dans le privé. Quitte à bloquer les transports, l'énergie. Oui, parce que c'est le moyen qui est mis à leur disposition pour se faire entendre par un gouvernement qui quand même est quand même pas très à l'écoute du monde du travail. C'est votre collègue de la CGT Mines Énergie, Sébastien Ménesplier, qui disait que lui se faisait le relais en fait des agents d'EDF en disant je vais couper partout, en tout cas aux élus qui soutiennent la réforme, l'électricité, propos sur lesquels il est revenu. Mais sa justification, c'était de dire les agents disent que la grève ne suffit plus. Et non, mais il y a de la colère, il y a une très forte colère. La grève ne suffit plus.
dans le pays. En tout cas, c'est au gouvernement de nous prouver et au patronat de prouver qu'ils entendent les grévistes. On a depuis des mois des tas de grèves sur les salaires. Et vous avez vu qu'il faut tenir, il faut faire la grève plusieurs jours pour juste ouvrir des négociations salariales, alors qu'on est dans un pays riche qui produit des richesses, champion du monde, encore une fois, du versement des dividendes, je crois, cette année. Donc, quitte à aller à un Donc, conflit il dur. faut aller chercher le partage de la richesse assez durement dans la période. Donc, quitte à aller à un conflit assez dur avec le gouvernement pour montrer votre détermination. Nous, on a prévenu le gouvernement, en plus l'ensemble des organisations syndicales, et depuis longtemps, on a participé aux concertations, on a rappelé qu'on était contre. Si le gouvernement n'entend pas, effectivement, il portera la responsabilité d'un mouvement dur, long et déterminé. Il vous a entendu hier ? Quand vous avez vu les réactions, par exemple, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui dit oui, la mobilisation a été importante, et son collègue de la fonction publique qui dit la mobilisation ne change pas le projet. Donc, je crois que ça répond à votre question. Ils n'ont pas entendu et il me semble que leur Vous estimez n'avoir pas été entendu quand ils disent venez, on discute encore. Leur président, il n'a pas entendu non plus. Il y a une forme de provocation à ces petites phrases à Leur répétition. président, vous dites? Oui, le président de la République. C'est le vôtre aussi. Oui, c'est le nôtre aussi. Il a été élu. Simplement, il ne peut pas tout le temps se réfugier derrière ça. Il y a une forme de provocation à dire, vous avez 2 millions de personnes dans la rue, des chiffres de grève énormes. Tout le monde adhère à l'idée que c'est quand même un mouvement d'une force exceptionnelle, qu'il y a une grande colère, un refus général. Et lui, il dit, j'ai été élu. Lui, il dit, j'ai 8 millions de personnes qui ont voté pour moi. Bah oui, mais d'abord, dans les personnes... Ça fait 4 fois plus que le nombre de personnes qui étaient hier dans la rue. Oui, mais entre aller mettre un bulletin de vote dans une urne et prendre une journée de grève, de manifestation pour sortir dans le froid, dans la rue, pour aller manifester avec d'autres, c'est un acte volontaire fort. Et puis, il me semble qu'Emmanuel Macron, il avait dit après son élection qu'il reconnaissait avoir été élu aussi avec des voix de gens qui ne voulaient pas que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Et ça, je crois qu'il avait dit que ça l'obligeait. Pour l'instant, ça ne l'oblige pas beaucoup. Nous, on pense que ça l'oblige, là, à écouter très sérieusement ce qui est en train de se passer dans le monde du travail. Marie Buisson de la CGT, vous restez avec nous. On s'interrompt juste le temps du fil info, 8h40. Voici Mathilde Romagnan. Olivier Faure est reconduit à la tête du PS. Le Parti socialiste l'a confirmé ce matin. Le premier secrétaire sortant a récolté près de 51% des voix au second tour, selon le parti. Hier soir, pourtant, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, son adversaire, revendiquaient tous deux la victoire à cette élection. Très peu d'incidents hier dans les manifestations contre la réforme des retraites. Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics, a salué ce matin une mobilisation importante et responsable. 1 120 000 personnes ont défilé dans les rues, selon les autorités, 2 millions selon la CGT. La France ne devrait pas utiliser les néonicotinoïdes pour ses betteraves. C'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui le dit. Aucune dérogation n'est possible à l'interdiction européenne de ces substances accusées de tuer les abeilles. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Mont-de-Marsan, dans les Landes, pour ses vœux aux armées. Dans son discours ce matin, Emmanuel Macron doit dévoiler les grandes lignes de la future loi de programmation militaire 2022-2030. Le texte sera débattu au Parlement au printemps. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Marie Buisson, une des favorites, on peut le dire, à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Ça sera dans 2 mois le congrès de la CGT. Vous nous parliez de ces actions que vous appelez de vos voeux avant cette grève intersyndicale du 31 janvier. Je parlais tout à l'heure des transports. Est-ce qu'il peut y avoir également, ce que vous appelez de vos voeux, encore une fois, des actions dans le secteur des raffineries? Est-ce que vous demandez aux syndiqués CGT des raffineries et des dépôts de pétrole de bloquer et de faire grève? Il y a un appel dans les raffineries qui a été lancé. Ils se réunissent à nouveau. Ils vont, dans les jours qui viennent, s'exprimer collectivement sur ce que sont prêts à faire les salariés. Nous, on appelle de nos voeux une grève massive, c'est-à-dire avec l'ensemble des secteurs et pas 1 ou 2 secteurs qui feraient la grève par délégation pour l'ensemble des secteurs, comme c'est dit parfois. Nous, on pense que comme tout le monde prend 2 ans, tout le monde doit se mobiliser. Et effectivement, on sait aussi que selon les secteurs, selon les conditions de vie et de travail, c'est pas si simple de faire grève. Il y a des salariés précaires, il y a des salariés en difficulté, on le sait. Mais l'idée, c'est quand même une grève qui se généralise dans l'ensemble des secteurs. Donc plutôt des grandes journées de grève comme celle qu'on a vécue hier, et donc plutôt au 31 janvier, que des petites journées de grève perlées par endroits.
Après, c'est pas à la direction de la CGT ni des autres syndicats qu'on va décider. Ce sont bien dans les assemblées générales de salariés, de travailleurs et de travailleuses que vont se décider un peu les suites. Ils ont en perspective la journée du 31, une grande semaine d'action qui s'annonce avec des actions un peu partout. Et eux vont s'organiser pour être visibles, audibles et gagner encore en force pour le 31. Mais ça passe pas forcément par la grève ou les blocages de dépôts pétroliers. Donc, On verra dans les jours qui viennent ce qui va se dessiner. La CGT du pétrole a déjà annoncé quelques modes d'action, quelques journées d'ailleurs. La grève de 48 heures la semaine prochaine, 72 heures le 6 février, au moment où le texte arrive ça, c'est au maintenu, Parlement. pardon, Marie Buisson, mais c'est maintenu. Oui, je Ouais. pense que c'est maintenu. Ils vont en discuter, mais évidemment, c'est maintenu. Chacun a des modes C'est jeudi et d'action vendredi prochain. qui sont liés. Par exemple, dans certains... Moi, je suis enseignante. On ne peut pas faire 1 heure de grève par jour ou 2 heures de grève par jour. C'est une journée ou rien. D'accord. Donc, évidemment, selon les secteurs, les modes d'action vont être très différents parce que les salariés, ils ont des habitudes différentes et puis des possibilités de se mobiliser. Merci. Et ça ne va pas être la même façon de peser selon son secteur. Bon, je vous ai coupé, pardon, Naïla Latrousse. Pour allez-y. rester sur le pétrole, il se passe quoi si le gouvernement ne retire pas sa réforme? Nous, on continue. Mais ça veut dire? Ça veut dire on va continuer et au rythme qui va être décidé par les salariés, on va monter en puissance et on va tenir jusqu'à ce qu'ils retirent leur réforme. Par exemple, quitte à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole. C'est vraiment de la responsabilité du gouvernement, c'est pas une formule de dire ça. C'est-à-dire qu'on a prévenu, quand vous avez 8 organisations syndicales, l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, on l'a dit, ça n'arrive pas tout le temps, qui disent ensemble, le monde du travail refuse cette réforme, on nous dit, moi, vous représentez pas grand-chose, vous n'êtes pas... Eh bien, la preuve est faite que si, et que quand on le dit, il faut aussi entendre cette voix et ce refus général. À ce stade, j'ai du mal à voir comment vous arrivez à faire plier un Emmanuel Macron qui dit partout en Europe on travaille plus, donc finalement la France s'aligne sur les réformes qui sont faites dans d'autres pays et qui ne le dit pas, mais qui en tout cas ne peut pas se représenter, donc n'a pas en tête cette histoire de réélection puisqu'il ne peut pas faire de troisième mandat. C'est sur le rapport de force que j'ai du mal à évaluer. Comment est-ce que vous arrivez à faire retirer la réforme à Emmanuel Macron? Contrairement à ce que croit M. Macron, il ne peut pas diriger tout seul ce pays depuis l'Élysée. Il y a un certain nombre de ministres, il y a des patrons qui peut-être à un moment vont trouver que c'est un peu long la grève et que ça les gêne. Et voilà, c'est ça le rapport de force. Et vous C'est qu'à un comptez sur moment, on produit la richesse. Les gens qui produisent les richesses dans ce pays sont contre la réforme. Et donc, à un moment, il va falloir les entendre. Sinon, effectivement, on va aller au blocage et la responsabilité en incombera totalement au gouvernement. Est-ce que vous comptez sur les parlementaires? Est-ce que vous comptez faire du lobby, en tout cas prendre attache avec des parlementaires pour aussi peser sur les débats et faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité ou que certains parlementaires se désistent et finalement ne votent pas le texte? Alors, ça fait partie de ce que vous souhaitez faire? Ou ça ne passe que par la rue? On ne fait pas de lobbying. En général, c'est pas nos pratiques, mais on a déjà rencontré des groupes parlementaires à leur demande. Évidemment, on le fera pendant la période qui s'ouvre à l'Assemblée. Bien sûr, on les rencontrera. Pour les dissuader de voter le texte? Vous avez vu qu'ils étaient... On n'a pas forcément besoin de le faire. Vous avez vu qu'il y a déjà un certain nombre de partis politiques qui ont dit qu'ils étaient contre ce texte. Et même certains élus Renaissance, je pense à Barbara Pompili, l'ancienne ministre de l'écologie, qui dit quasiment ouvertement être opposée à cette réforme. Mais qui réfléchit sérieusement. Plus il y a de gens qui sont d'accord avec nous. Enfin, c'est pas que les organisations syndicales, c'est bien les organisations syndicales en tant que aussi représentantes d'un monde du travail qui refuse cette réforme. Donc très bien, ça fait partie de la bataille, mais ça ne se jouera pas qu'à l'Assemblée. Il faut peser aussi dans la rue, dans nos mobilisations pour faire reculer. Vous l'avez dit, c'est un gouvernement qui a besoin qu'on parle fort pour nous entendre. Dans la rue demain, les organisations de jeunesse, soutenues notamment par la France Insoumise, qu'attendez-vous de la mobilisation des jeunes? Est-ce que c'est un levier important, là aussi, dans un bras de fer avec le gouvernement? On l'a vu, les jeunes rejettent quand même massivement cette réforme, alors qu'on avait tendance à penser que les jeunes, la retraite, oulala, c'est loin, ça ne les concerne pas. On le voit, ils sont concernés. C'est une bonne nouvelle pour vous qui se mobilisent? C'est bien parce que ça veut dire aussi, et ça va avec... faut voir dans quelles conditions vit la jeunesse de ce pays depuis quelques années, entre la période Covid, les réformes successives du baccalauréat, de Parcoursup, etc. Ce sont des conditions extrêmement difficiles qui changent des choses. On l'a vu, leur rapport au travail n'est pas forcément celui qu'on avait avant. Ils ont envie de travailler dans de bonnes conditions, avec un travail qui ait du sens. Moi, je ne suis pas étonnée par ces mobilisations. Après, les conditions de mobilisation sont difficiles. Il y a eu des fortes répressions dans les universités, dans les lycées, au moment des derniers mouvements lycéens.
Donc, nous, ils ont participé, les étudiants, à l'intersyndicale d'hier. On invite évidemment les étudiants, les lycéens à nous rejoindre dans notre mouvement du 31 et on pas à sera très manifester dès heureux demain de leur mobilisation. C'est le cadre qu'ils ont choisi, ils le font, c'est très bien, c'est le cadre qui est choisi par les jeunes, ils le font. Nous, on a notre cadre intersyndical et on les invite à nous rejoindre le 31 et d'ici là, participer à toutes les Vous les actions. invitez à vous rejoindre, mais vous ne dites pas à vos adhérents il faut aller en masse demain manifester aussi pour soutenir les organisations de jeunesse. Nous, on est dans l'organisation d'un mouvement avec 8 organisations. On s'est mobilisé très fortement hier, on se remobilise le 31 et d'ici là, on a beaucoup d'actions à mener dans les jours qui viennent dans toutes les localités de France. Pour rester sur la jeunesse, ce sera ma dernière question. Vous espérez un nouveau mai 68 ? On a beaucoup commenté l'image de l'intersyndicale à la Bourse du Travail, là où, effectivement, en mai 68, les syndicats avaient appelé à rejoindre le mouvement étudiant. C'est ce que vous espérez, la réédition de mai 68 ? Alors, la société n'est plus tout à fait la même qu'en mai 68, donc on pense à des formes peut-être un peu différentes. Mais en tout cas, on appelle à un mouvement fort et on appelle... Quand vous avez 90% des actifs qui disent qu'ils sont contre la réforme, nous, on appelle tout le monde à venir manifester avec nous. On espère un mouvement fort qui permettra de faire reculer le gouvernement, puisque visiblement, c'est la seule manière de le faire. Marie Buisson, vous vous préparez à un mouvement long, forcément ? Nous, on y est prêts. On y est prêt et on est déterminé à rester sur cette demande de retrait du recul de l'âge de départ à la retraite. La longueur du mouvement, elle dépendra de la capacité d'entendre ou pas entendre. Je pense que, encore une fois, nous, on y est prêt. Parce qu'on sait pourquoi on se bat, on sait que cette réforme est injuste, qu'elle va pénaliser les plus pauvres, ceux qui travaillent le plus longtemps dans les métiers les plus durs, elle va pénaliser les femmes très fortement. Aujourd'hui, vous savez qu'une infirmière, elle a 7 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne des femmes. Les aides-soignantes, les infirmières, elles sont aujourd'hui entre 20 et 30% à être en incapacité à l'âge de la retraite. Et ce que propose le gouvernement, c'est de les faire travailler 2 ans de plus. Mais c'est mauvais pour elles et c'est mauvais pour nous, cette réforme. Donc nous, on est prêts à tout et ce sont les salariés qui vont déterminer le niveau de mobilisation et leur engagement. La journée d'hier nous prouve qu'ils sont prêts à s'engager et nous, on sera évidemment à l'initiative de ce mouvement. Et juste avant le fil info, Marie Buisson, est-ce que la CGT est prête à revenir sur la table des discussions avec le gouvernement, sachant que la CGT n'a pas toujours joué le jeu des négociations On a assisté, mais là, ce n'était pas des négociations, ce sont des concertations, c'est-à-dire c'est un moment d'échange. On nous dit ce que le gouvernement va faire, on écoute, on dit qu'on n'est pas d'accord, et puis après, il présente son texte, qui est celui qu'il avait prévu au départ. Donc, nous, s'il y a des négociations, on va aux négociations. La CGT a toujours été aux négociations et parfois avec des gains pour les salariés et les travailleurs du pays plutôt importants. Et en attendant, donc, ce sont ces journées d'action. Il y en aura d'autres après le 31 janvier, si je vous écoute. Bien sûr. Marie Buisson, vous restez avec nous. C'est le fil info à 8h50 et c'est avec Mathilde Romagnan. C'est bien Olivier Faure qui est élu à la tête du PS. Le Parti socialiste l'a confirmé ce matin. Après plusieurs heures de confusion, les 2 candidats au second tour, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, revendiquaient tous 2 la victoire hier soir. Le premier secrétaire sortant a récolté près de 51% des voix. Plus d'1 million de manifestants hier partout en France contre la réforme des retraites, selon les autorités. Plus de 200 cortèges sur tout le territoire. Plus des 2/3 des enseignants étaient en grève. Selon les syndicats, près de la moitié des agents de la SNCF. Le rejet de cette réforme est énorme, affirme ce matin sur France Info Marie Buisson, secrétaire générale de la Fédération Éducation de la CGT. Réunion aujourd'hui des pays soutenant militairement l'Ukraine sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend des décisions fortes pour aider son pays dans la guerre contre la Russie, notamment des livraisons de chars. Le football est début aujourd'hui des 16e de finale de la Coupe de France avec le choc ce soir Marseille-Rennes. C'est à partir de 21h10. France Info. Le 8h30 France Info, Neila Latrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Marie Buisson. Vous êtes enseignante avant d'être syndicaliste. Justement, hier, le monde enseignant s'est beaucoup mobilisé contre la réforme des retraites avec des taux de grévistes de plus de 40%, autour de 40%. Ça veut dire que c'est plus qu'il y a un an au moment de la protestation contre le protocole sanitaire. Comment vous expliquez cette mobilisation, particulièrement des enseignants ?
Bien, c'est comme le reste du monde du travail, ils veulent pas faire 2 ans de plus au travail. Voir ce que c'est d'enseigner. Hein. Ce sont pas des métiers toujours faciles ou simples. C'est fatigant, ça tire sur le physique, sur le mental. Et donc, il y a un rejet fort. Il y avait autour de 60 à 70% de grévistes hier dans l'éducation. Ça, ce sont les chiffres de la CGT et ceux de l'éducation sont ceux que j'ai donnés. 35% dans le secondaire, 42% dans le primaire. De la CGT et des autres syndicats de l'éducation. Il y a des fortes mobilisations. Je crois qu'il y a aussi, vous êtes sur des métiers où le recrutement se fait à bac+5. Donc, comment vous faites pour avoir vos annuités et pour avoir une carrière complète. En fait, l'âge moyen pour avoir un master, c'est autour de 23-24 ans. Donc, la moyenne, c'est beaucoup plus. Et donc, tant qu'on ne prend pas en compte les années ans, des donc, études... avec les 43 années. Exactement. Il y a aujourd'hui 20% des enseignants qui partent avec une décote. Et une décote assez forte, donc qui sont dans des conditions précarisées au moment de leur retraite. Est-ce que vous estimez ou reconnaissez que des moyens ont quand même été mis sur la table pour essayer d'améliorer les conditions de travail des enseignants? Par exemple, sur les salaires. Aucun enseignant en dessous de 2 000 € net en début de carrière. Oui, mais alors ça, c'était le minimum d'arriver à ce montant-là. Après, ça pénalise beaucoup le milieu et fin de carrière, je vous le dis, parce que c'est mon cas. Les augmentations de salaire, on ne les a pas vues, à part le relèvement du point d'indice. Donc, nous, on demande un dégel du point d'indice. En fait, avec le gel du point d'indice, on perd en pouvoir d'achat très régulièrement depuis 20 ans. C'est inacceptable. 3,5%, c'est la dernière augmentation du point d'indice. Oui, alors que l'inflation, à ma connaissance, c'est à 6%, plus pour les produits alimentaires, etc. Donc effectivement, non, ça ne va pas. Et puis les dernières réformes, enfin tout ce qui s'est passé ces dernières années dans l'éducation, ne vont pas dans le sens de rendre plus faciles les conditions de travail. Y compris, par exemple, le dédoublement des classes dans les zones prioritaires. Elles sont... Si, en soi, c'est un bon choix. Le problème, c'est que si vous prenez les moyens pour dédoubler les CP, CE1 sur les CE2, CM1, CM2, du coup, ça aide pas beaucoup parce que vous avez des demi-effectifs en CP, CE1. Et la question des effectifs, elle est très importante. Vous avez aujourd'hui, en région parisienne et dans plein d'autres villes, des classes de seconde à 30, 35, 37 élèves par classe. Comment voulez-vous que ce soit possible d'apprendre dans ces conditions, et pour les enseignants et pour les élèves d'ailleurs? Quel regard vous portez sur les premiers éléments de la réforme de la 6e qu'a annoncé le ministre Pap Ndiaye? Il propose notamment que des enseignants de CM2 viennent donner une heure de cours de soutien, en quelque sorte, en mathématiques chaque semaine en 6e, pour créer aussi du lien entre la 6e entre le CM2 et la 6e. C'est infaisable, à mon avis, tout simplement parce que d'abord, les professeurs de CM2, ils ont déjà un travail à plein temps. Donc, qui les occupe bien et qui les fatigue bien. Et puis, en plus, comment on fait? Ils les connaissent. Ah bon? C'est les profs de CM2, ils vont aller on va mettre tous les élèves de CM2 dans la même 6e? Non, ils ne les connaîtront pas. Ces élèves, ils ont des profs de français, d'histoire, géo, de maths. Il y a besoin d'heures en plus de soutien. Et donnons les moyens en enlevant des heures de cours en face à face. Parce que je rappelle que 18 heures de cours, ce sont 18 heures bien pleines déjà, plus les préparations. Marie Buisson, secrétaire générale de la Fédération de l'éducation de la CGT et candidate à la succession de Philippe Martinez. Il y a un congrès de la CGT fin mars. Philippe Martinez passera la main. Est-ce que vous vous considérez dans ce congrès comme la favorite? En tout cas, pour l'instant, vous êtes la seule candidate. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Je ne suis pas candidate, j'ai été proposée et cette proposition a été validée par un vote dans nos instances de direction et un vote très majoritaire. Donc effectivement, vous le savez, la CGT fonctionne pas comme un parti politique. On n'a pas deux projets qui s'affrontent et puis un vote qui ferait qu'il y a une partie qui gagnerait sur l'autre partie. Nous, c'est différent. On a un texte d'orientation qui est déjà envoyé à nos militants et qui vont le discuter, l'amender et puis le voter en congrès. Ça constituera notre feuille de route pour les 3 années entre les 2 congrès. Et donc, on élira une direction qui va... Le rôle de la direction de la CGT, c'est de porter ces propositions qui ont été votées majoritairement. Et ce n'est pas une équipe contre une autre, c'est un texte qui essaie de regrouper bien l'ensemble des propositions et des besoins des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Et puis ensuite, c'est porté par la direction élue qui porte cette orientation majoritaire. Alors, je repose ma question. Vous êtes la seule candidate validée à Exactement. ce stade. Ceux qui ont fait montre d'une velléité pour l'instant d'être candidat, leur candidature n'a pas été validée. Est-ce que, du coup, vous vous considérez comme favorite?
Alors, c'est pas une question de favorite, c'est une question de, il y a un congrès qui se tiendra fin mars et qui déterminera la direction collective, ce qui, moi, m'importe beaucoup parce que ce sont des directions collectives. Qu'est-ce qui s'oppose encore à ce que vous succédiez à Philippe Martinez à la tête de la CGT ? Bon, on a des débats, heureusement, avant le congrès. Le congrès n'est pas fait, sinon ça ne servirait pas à grand-chose de le faire. Donc on a un congrès qui sera un lieu de débat, de réflexion collective. Et c'est à ce moment-là que sera déterminé qui va diriger la CGT. Mais j'insiste, on a une direction aujourd'hui à 60 qui se réunit tous les 15 jours et qui anime le travail quotidien de la CGT, qui la rend visible, qui porte les dossiers. Vous imaginez la complexité du monde du travail, des problèmes qui sont posés. Heureusement que c'est un collectif. Parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Il y a votre parcours militant, évidemment. Ce qu'on retient aussi, c'est que la CGT n'a jamais été dirigée par une femme. Jamais, en un peu plus d'un siècle. C'est 127 ans. C'est une anomalie. C'est une anomalie, non. Quand vous regardez le monde autour de vous, le paysage militant, politique, parfois même journalistique, enfin partout, dans tous les métiers, l'accession des femmes aux responsabilités est une difficulté qui est liée à notre culture, à notre société. Donc oui, c'est un événement. Ce serait en tout cas un symbole fort. Et effectivement, on est des syndicalistes. On ne peut pas se permettre seulement d'avoir des textes. On a besoin de mettre en œuvre ce qu'on dit. On se bat pour l'égalité partout, et y compris à la CGT. Marie Buisson, favorite donc, je prends le mot à mon compte, à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Réponse en tout cas dans 2 mois. Et en attendant, ce mouvement qui continue contre la réforme des retraites. Merci beaucoup. Merci.